7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ce mercredi 3 avril marque l'anniversaire de la mort du professeur Lejeune, 30 ans plus tôt, l'occasion de lui rendre hommage et de revenir sur son héritage pour la science et la défense de la vie. Vous le connaissez, chers auditeurs, éminent médecin et professeur de génétique français, il laisse derrière lui de nombreuses avancées médicales, notamment pour sa découverte de la trisomie 21. Grâce à lui, nous le savons, une maladie peut donc avoir une origine chromosomique. Les chromosomes sont répartis au nombre de 46, 22 paires communes aux deux sexes et 2 chromosomes sexuels qui le déterminent. Pour les enfants atteints de trisomie, le chromosome 21 est donc en 3 exemplaires au lieu de 2, déséquilibrant l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. C'est donc un surnombre qui crée la pathologie. Et pour lui rendre hommage à ses travaux, à la figure de sainteté qu'il représente, nous recevons Aude Dugas. Bonjour Aude Dugas. Bonjour. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes très investie dans la Fondation Jérôme Lejeune où vous avez d'abord été directrice de communication marketing, puis responsable du pôle études et bioéthique. Vous êtes aujourd'hui déléguée générale de l'association des Amis du professeur Lejeune et postulatrice de la cause de sa canonisation. Vous lui avez consacré différents ouvrages. Jérôme Lejeune, La liberté du savant, en 2019 aux éditions Artege, puis Jérôme Lejeune, Portrait spirituel, au fil des vertus, en 2021 aux éditions Salvator. Merci d'être avec nous ce matin. Aude Dugas, vous présentez le professeur Jérôme Lejeune comme un homme hors du commun, le pionnier de la génétique moderne. Alors pour commencer avec son héritage scientifique, j'aimerais revenir sur cette expression rentrée dans le langage courant de trisomie 21. On la doit au professeur Lejeune et elle a été validée par un groupe de scientifiques. Elle remplace le terme très péjoratif de mongolien qui a été utilisé durant des années avant. Oui, c'est vrai que quand on pense à la découverte de Jérôme Lejeune sur la trisomie 21, on voit bien sûr la révolution génétique que ça suppose, parce que c'était la première maladie avec une origine chromosomique qui était découverte, comme vous l'avez bien expliqué. C'était la première fois qu'on savait identifier une maladie due à un chromosome en trop. Alors aujourd'hui, ça nous paraît assez simple, et c'était il y a 50, enfin un peu plus de 50 ans, c'était en 1958. Donc, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est un monde s'est passé depuis, puisque on connaissait tout juste le nombre de chromosomes humains, on savait tout juste qu'il y avait 46 chromosomes, et encore, même en 1958, il y avait encore un débat sur ce sujet-là. On hésitait encore, notamment un grand chercheur, Kodani, pensait qu'il y avait encore 47 chromosomes à l'époque sur les personnes dites normales. Et donc, Jérôme Lejeune, dès 1952, dans le service du professeur Turpin à Paris, le grand pédiatre professeur Turpin, s'attelle à la recherche de la cause du mongolisme. Et avec plusieurs observations, notamment des plis de la main, vous avez des plis palmaires, parce que les enfants trisomiques ont des marques de la main différentes, avec aussi la survenue de grossesses gémellaires, avec aussi sur la question des leucémies, puisqu'il y a l'incidence des cancers est différente chez les personnes trisomiques. Il y a il y a pas de cancer dur, donc de tumeurs, mais il y a un peu plus de leucémie. Bon, par tout ce genre d'observations, Jérôme Lejeune, on avait conclu que c'était forcément dès l'origine, donc dès l'origine de l'embryon, donc très tôt dans la survenue, dès la conception, et que ça devait atteindre plusieurs gènes et pas seulement un seul gène, puisque le dysfonctionnement était trop important pour que la cause ne soit que sur un gène. Et c'est comme ça qu'il en avait conclu que c'était sûrement sur les chromosomes, sur un chromosome. Mais il fallait le prouver. Et c'est grâce à la technique qui avait été mise au point aux États-Unis et rapportée chez le professeur Turpin par Marthe Gauthier, un médecin qui retournait des États-Unis et qui avait trouvé un poste chez Turpin. C'est grâce à cette technique améliorée encore pendant 2 ans par Lejeune et Gauthier qu'il a réussi il s'est dit, maintenant je vais l'appliquer à mes recherches, et qu'il a réussi à prouver qu'il y avait 47 chromosomes. Alors, c'est une révolution, c'est la première fois qu'on trouve qu'il y a une maladie due à un chromosome en plus. C'était étonnant, parce que qui dit handicap mental supposait qu'il y avait plutôt quelque chose en moins. Et en fait, il était le premier surpris à se dire, ah mais non, c'est quelque chose en plus. Et puis, à cette première observation, il s'est dit, mais c'est peut-être dans notre manipulation, on a cassé un chromosome, donc ça fait 2 morceaux de chromosome, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Bon. Et c'est pour ça qu'après, il est parti 3 mois aux États-Unis pour donner des cours de génétique.
Il était invité par un grand professeur de génétique en Californie à donner des cours à ses étudiants. Il était à congrès au Canada, etc. Et il faut voir qu'il était déjà expert sur les radiations atomiques en 58. Donc, c'était un jeune généticien qui était déjà repéré par les Américains, qui envoyaient leurs jeunes Américains, leurs jeunes chercheurs faire le tour de l'Europe, voir les meilleurs généticiens. Et ces Américains venaient voir Jérôme Lejeune à Paris avant la découverte. Donc, il était déjà repéré comme un des meilleurs généticiens de France. Il était déjà expert à l'ONU sur les radiations atomiques. Et donc, il part aux États-Unis à ce titre-là. Et quand il revient au mois de novembre 58, là, il cherche à nouveau et il trouve 2 nouveaux cas de trisomie 21. Et c'est comme ça qu'il peut publier en janvier 59. Et c'est la découverte. Et donc, à partir de là, ben, lui qui était déjà connu devient extrêmement connu. Les Américains se l'arrachent, le proposent la première chaire de génétique fondamentale et veulent le nommer premier professeur de cette chaire. Enfin, tout le monde se l'arrache. La France aussi le nomme professeur, crée la première chaire de génétique fondamentale pour lui. Et c'est là où il va devenir donc ce premier professeur de cette première chaire de génétique. Il va créer le premier certificat de cytogénétique, donc qui est l'étude des chromosomes, le premier certificat de génétique fondamentale, et c'est lui qui sort la génétique de la pédiatrie. Donc il fait de la génétique une discipline à part entière, alors que jusqu'à présent, elle était toujours étudiée dans le cadre de la pédiatrie. Et toutes les générations de généticiens de France pendant, je dirais, 30 ans ont été ses élèves. C'est lui qui a mis en point l'enseignement de la génétique fondamentale en France. Et dans tous les congrès du monde, il était bien sûr invité à présider ces congrès. Il était nommé membre de, je vais dire, toutes les académies scientifiques qui comptent dans le monde, sauf l'Académie de France, l'Académie scientifique des sciences en France. Mais il était évidemment à l'Académie de médecine et puis à l'Académie des sciences morales et politiques. Donc ça, c'est pour l'aspect de la carrière, plus tous les prix que je ne vous cite pas. Il y a 10 pages de CV, donc on ne peut pas tout faire. Et puis, de toute façon, Radio Courtoisie le connaissait très bien, Oui. puisqu'il venait très souvent sur des émissions de Radio Courtoisie avec beaucoup de plaisir. Mais ce que vous disiez, c'est la révolution très importante, plus importante encore pour les patients, puisque en montrant que l'origine était due à un chromosome, il balayait d'un revers de main euh, l'explication pseudo-scientifique, évidemment, n'en était pas une avant, qui était attachée au mot de mongolisme. Pourquoi est-ce qu'on appelait ces enfants mongoliens? Parce que, et j'espère que tous les auditeurs de Radio Courtoisie sont bien assis ce matin, parce que du 19e siècle, il y avait cette théorie qui disait que pendant la grossesse, le bébé passait par toutes les races pour finir par la race blanche qui était la race parfaite. Et il s'était arrêté à une race intermédiaire qui était la race de Mongolie, des Ah oui, Mongoliens, d'accord. les enfants de Mongolie. Donc comme explication raciste, je crois qu'on n'avait jamais fait pire, voilà. Donc c'était absolument ahurissant. Effectivement. Et évidemment, alors on se doutait bien en 1950 que c'était pas la bonne explication, mais il n'y en avait pas d'autre. Et en plus à cette explication, donc heureusement dépassée, mais qui restait quelque chose quand même, vous voyez, de discriminant, même si on se doutait bien que la cause n'était plus celle-là, le regard, enfin, le mot supposait quand même un regard discriminant. Et beaucoup de familles, et je pense que parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, beaucoup sauront dire que effectivement, quand vous aviez un enfant qu'on appelait mongolien, c'était pour toute la famille, c'était l'omerta. En fait, c'était soit on pensait que c'était la faute des parents, le père qui s'était mal tenu et qui avait ramené une maladie sexuellement transmissible chez lui, que les autres enfants seraient comme ça, les filles ne se mariaient pas. J'allais dire, les sœurs des enfants mongoliens se mariaient pas parce qu'on disait c'est génétique, elle aura des enfants comme ça, donc on va pas l'épouser. Donc c'était vraiment la double peine. L'enfant était malade, la médecine ne faisait rien pour eux, et en plus la famille était mise de côté. Donc c'était une libération pour ces familles, et c'est évidemment le grand pas en avant et la grande révolution apportée par Jérôme Lejeune. Et donc, grâce à son travail, les familles, vous l'avez dit, des personnes trisomiques ne sont donc plus montrées du doigt. Il y a la fin de ce tabou. Jérôme Lejeune donc va leur redonner espoir. Et vous, justement, vous portez la cause de sa canonisation. Vous avez été vice-postulatrice de l'enquête diocésaine de béatification qui s'est conclue en 2012 après près de 5 ans de travaux. Quelles ont été les conclusions alors? Pourquoi une dimension de sainteté pour le professeur Lejeune? Alors, ça, dès sa mort, le jour même de sa mort, le 3 avril, donc nous célébrons aujourd'hui même, effectivement, 30 ans pile. Le jour même de sa mort, il y a une pétition de 50 personnes des États-Unis qui a été envoyée au Vatican demandant l'ouverture de sa cause, parce que justement, il avait
Bah, toutes les vertus, puisque dans un procès de canonisation, il faut expliquer toutes les vertus et montrer qu'elles sont héroïques. Jérôme Jeune, évidemment, incarnait notamment les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité à un niveau Mm. proprement héroïque, parce qu'on sait son amour inconditionnel pour ses patients, donc vraiment la façon dont il les a soignés avec un amour total. La qualité de cet amour s'est révélée lors, il y a bien des débats en France, mais dans le monde entier, sur les lois permettant la sélection et l'avortement de ces enfants. Et, et c'est là où il a montré tout son courage et la force de son amour, parce que c'est là où il s'est levé. Il a dit, mais non, ça, moi, comme médecin et médecin de ces patients, je Mm. ne peux évidemment pas accepter que la seule solution qu'on propose aux mères, ce soit de supprimer leur enfant parce qu'il est malade. C'est le contraire de la médecine. Et qu'est-ce que c'est que cette médecine qui dit comment je ne sais pas supprimer ce patient, alors je supprime, je ne sais pas supprimer cette maladie, alors je supprime le malade. Il disait c'est le contraire de la médecine. Et il s'est appuyé courageusement sur le serment d'Hippocrate, Mm. 400 ans avant Jésus-Christ, pour montrer que c'était le devoir de médecin qui avait prêté le serment d'Hippocrate de toujours être du côté du patient et pas de l'autre côté. Et il disait une civilisation un pays qui va tuer ses enfants tue à la fois son âme et son espérance, et c'est aussi la mort de la médecine. Donc il était très courageux. Il savait qu'en prenant la défense de ses patients, il risquait beaucoup pour sa carrière. Mm. Et il y a ce fameux discours de San Francisco en 69 où il reçoit le plus grand prix de génétique, là, l'Allen Memorial Award. Et là, devant tous les grands généticiens du monde, il tient ce discours magnifique sur la nature de l'homme et où il les invite vraiment à réfléchir à la vocation du médecin. Et il conclut en disant, si vous décidez d'utiliser votre science, notre science, pour sélectionner les enfants à naître, alors il faut changer le nom de notre institut et parler d'un institut de la mort. Et ce jour-là, c'était le basculement de sa vie, il a plus été invité dans aucun congrès de génétique, la communauté scientifique s'est écartée, le CNRS lui a enlevé quelques années après toutes ses subventions de recherche, son équipe. Alors, on pourrait croire comme ça qu'à première vue, c'était un échec professionnel. Ça ne l'était pas, parce qu'évidemment, les patients continuaient d'affluer. Ils avaient bien compris qu'ils avaient, avec le professeur Lejeune, leur meilleur défenseur. Et ces recherches continuaient. Et puis surtout, à partir de là, le monde entier a repéré, si j'ose dire, le professeur Lejeune, le meilleur défenseur des enfants à naître. Et il a été invité dans le monde entier à témoigner. Et puis, c'est évidemment été un grand conseiller, si je peux dire, de l'Église et du pape Paul VI et du pape Jean-Paul II sur toutes les questions de la vie. Et voilà, donc là, on voit vraiment cet amour, cette foi qui lui était chevillée au corps, une intelligence aimantée par la vérité. On dit il était très courageux. Oui, il était très courageux, mais pour lui, je crois que c'était vraiment une évidence. Son intelligence lui indiquait Mm. le chemin. Et il était aimanté par la vérité, et donc il ne pouvait pas dévier, quoi. Et il aimait ses patients, et donc il a eu ce courage. Et depuis 2021, les vertus du professeur Lejeune ont été reconnues par le pape François, donc une étape décisive dans le procès en canonisation puisqu'il devient vénérable. Donc c'est un beau message d'espoir, 30 ans après la mort du professeur Lejeune. Malheureusement, le temps passe trop vite, mais merci Aude Dugas pour ce bel hommage, pour votre travail surtout au sein de l'association des Amis du professeur Lejeune. On sera très heureux de vous recevoir à nouveau pour suivre bien sûr les avancées de son dossier de canonisation. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.